je vous remercie beaucoup de votre invitation, Monsieur Scipio, et de m'avoir confié cette redoutable mission, Jane, de traiter le problème de la responsabilité dans une tradition qui est aussi longue et aussi complexe, en fait, c'est ce que je voudrais essayer de faire passer aujourd'hui, que la tradition, par exemple, romano-canonique ou les grandes traditions dogmatiques. Donc, voilà, c'est donc une montagne impressionnante que nous avons à gravir, et pour cela, deux faces s'ouvrent à nous. D'une part, la face occidentale, qui est la plus aisée, car elle part de chez nous, c'est-à-dire de notions de responsabilité telles que l'ont cultivé les droits occidentaux, pour recenser les points communs, les différences avec les codes et les livres de jurisprudence chinois. C'est un petit peu le programme de cette matinée. Alors, l'intérêt immédiat de cette méthode est de fournir aux comparatistes et à l'historien pressé un matériau facile d'accès et d'utilisation. Mais ses limites, c'est d'évaluer une autre tradition à l'aune de la nôtre, avec nos propres vocabulaires, nos propres termes, nos propres notions, et d'ériger ainsi notre tradition en modèle ou en type idéal. Et l'autre problème de cette voie, c'est qu'elle a déjà été frayée et jalonnée par le grand sinologue Jacques Gernet, le plus grand sinologue vivant, et donc je m'en suis résolument écarté pour, au contraire, attaquer la montagne par sa face orientale, en essayant de construire la notion de responsabilité telle que pouvait cela représenter un juriste chinois à la fin de l'Empire, avant toute rencontre avec le droit occidental. C'est une voie plus risquée. Il faut affronter des abîmes de perplexité en restant accroché au droit que nous connaissons que par quelques notions élémentaires, quelques mousquetons. Mais l'intérêt est de faire apparaître ainsi les fondements dogmatiques, les notions fondamentales qui restent invisibles ou difficilement visibles, très distordues, lorsqu'on aborde le droit chinois par le biais du droit comparé. Il faut à ce moment affronter un surplomb vertigineux que le comparatiste comme l'historien du droit ont une tendance naturelle à contourner. Je veux parler de l'empereur. Après avoir rappelé qu'il est la loi vivante, qui peut interrompre à tout moment le cours régulier des institutions et les voies du droit, il est d'usage de le mettre de côté, comme une sorte de joker, pour mieux mettre en valeur les parties plus normales, selon nous, du système juridique. Cela revient à poser le droit et l'autocratie comme antithétiques, alors que notre sujet, la responsabilité, nous impose de parler d'un droit autocratique, dans son essence, et qui n'en est pas moins pleinement un droit. Nous partons en effet à la recherche des fondements autocratiques du droit chinois, qui sont essentiellement un discours sur les responsabilités du Fils du ciel. Nous en cherchons les racines dogmatiques, car l'Empire chinois est une grande construction dogmatique. Les codes de loi, la jurisprudence, l'activité judiciaire n'y prennent sens que rapportés aux classiques qui sont les écritures sacrées de la tradition confucéenne. Il ne faut d'ailleurs pas croire que citer les classiques, comme je vais le faire, et faire un bond dans un lointain passé. Si ces classiques rapportent des événements datant d'un millénaire avant notre ère, voire plus anciens encore, ces classiques ont été fixés sous les Han, peu avant le début de l'ère chrétienne, et surtout ils ont fait l'objet au XIe et XIIe siècle d'une réinterprétation générale qu'on appelle le néo-confucianisme, terme discutable, mais bon, qui est un équivalent de notre scolastique médiévale. Enfin, à partir du XVe siècle et jusqu'en fait à la fin de l'Empire, un courant dit de la gestion du monde a entrepris de relier systématiquement cette nouvelle lecture des classiques par le néo-confucianisme aux tâches les plus pratiques de l'administration. Son fondateur, Qiu Dun, sorte de Jean Bodin chinois, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais par l'ampleur de l'œuvre, une œuvre monumentale qu'il a adressée à un empereur des Ming, il peut se comparer en effet à un fondateur de la pensée sur l'État chinois. Tout au long de ces 160 chapitres, sa méthode consiste invariablement à citer l'extrait d'un classique sur une question donnée, puis les divers commentaires par les scolastiques néo-confucéens, pour conclure par son propre jugement critique où il cherche à dégager la norme régissant la question, ce qui le fait classer automatiquement parmi les historiens du droit chinois. Qiu Dun sera notre guide dans deux domaines qu'il est commode de qualifier de pénal et de civil, puisqu'il s'agit tout d'abord du pouvoir de punir, de mort et de sa délégation, et dans une seconde partie de la propriété du sol, ou plus exactement du droit d'utiliser le cumen chinois et la responsabilité de l'empereur dans sa gestion. Ma première partie s'appelle « Ce n'est pas toi qui punis », formule un peu mystérieuse que j'expliquerai, de la responsabilité de punir et de sa délégation. Selon une conception bien répandue, la Chine n'a eu qu'un droit pénal.
et on comprend souvent par là un droit barbare ou insuffisamment civilisé par les bienfaits du droit civil. Et c'est une triste ironie que l'Occident ait ainsi tourné à son détriment ce qui faisait l'orgueil de la Chine classique, à savoir sa conviction que la civilisation consistait précisément à civiliser les châtiments, c'est-à-dire, en termes chinois, à soumettre le xing, qui veut dire châtiment, instrument tranchant d'origine guerrière, au wen, le caractère d'écriture, qui est la condition de toute société civile, de toute civilisation. C'est ce qu'un récit mythique sur les origines de l'Empire va nous faire sentir avec toute l'âpreté requise. Citation. « Cheyou fut à l'origine du désordre, qui se communiqua au commun peuple des Chinois. Nul qui ne devint voleur ou bandit féroce, rusé comme la chouette, fourbe et malhonnête, faussaire et pillard. Le peuple des Miao n'était pas guidé par la bienveillance, mais soumis par les châtiments. Ils créèrent les 5 peines cruelles et leur donnèrent le nom de loi, mirent à mort des innocents. Et c'est ainsi qu'ils furent les inventeurs des peines excessives comme l'ablation du nez, l'essorim, l'amputation du pied, l'essorillement, la castration, la marque au visage. Tous ceux qui étaient passibles de ces peines les subissaient sans qu'aucune distinction ne soit faite, ni aucune excuse admise. C'est une phrase importante sur laquelle je reviendrai. Les gens s'imprégnèrent de cette situation et sombrèrent bientôt dans la confusion. Leurs relations n'étaient plus fondées sur la confiance, ils revenaient sur leurs serments et leurs pactes. Tyrannisés, terrorisés par la crainte d'être tués, la multitude éleva ses proclamations d'innocence vers le ciel. Le souverain céleste observa le peuple. Vers lui ne s'élevait nul parfum de vertu, mais seulement l'odeur du sang putride versé par les supplices. » Fin de citation. Ce que je viens de lire est un extrait du livre des documents qui, parmi les classiques sacrés de la Chine, figure celui qui conserve les textes administratifs les plus importants et parfois les plus anciens. Cheyou est le grand perturbateur qui a soumis le peuple des Miao par des supplices qui sont le signe de leur condition inférieure de barbares. De même qu'à Rome, la torture était à l'origine attachée à la condition servile. Mais voici que par un étrange contre-coup, leurs supplices s'appliquent aux Chinois et ont sur eux un effet dégradant. L'application automatique de peines atroces répand la confusion et le désespoir. Il barbarise les Chinois. De son empyrée, le souverain du ciel ne peut que mesurer l'ampleur de leur chute. Vers lui ne s'élève nul parfum de vertu, mais seulement l'odeur du sang putride versé par les supplices. L'auteur anonyme du classique prépare ainsi un coup de théâtre. Il s'agit de préparer l'entrée en scène du Rédempteur qui va conjurer la malédiction. Un précieux indice a été fourni au lecteur. Tous ceux qui étaient passibles de ces peines les subissaient sans qu'aucune distinction ne fût faite ni aucune excuse admise. L'atrocité des supplices empruntés aux Miao résidait donc non pas tant dans leur cruauté intrinsèque que dans leur application fatale et inflexible. Leur droit pénal avait l'automaticité aveugle des cataclysmes naturels. Mais voici que le souverain du ciel s'émeut et qu'entre en scène le personnage qui va rendre ce monde habitable, c'est Cao Yao, le tout premier ministre de la Justice, qui apporte 2 innovations essentielles. La première consiste à proportionner la peine au crime qui a été commis et à estimer ce crime non d'après l'acte objectif, mais selon sa motivation subjective. Citation, « Pardonner toute faute, même grave, si elle n'est pas intentionnelle, punir tout acte, même véniel, si l'intention est mauvaise. » C'est le même texte un peu plus loin. C'est ainsi que de néfaste qu'il était absolument et semblait-il irrémédiablement, le châtiment est devenu faste, opportun, orienté dans le sens du bien, xiang en chinois. La seconde innovation consiste en un système général de commutation des peines. Les 5 peines mutilantes déjà évoquées sont alors suivies de la liste des 5 amendes, ou wufa, qui les remplacent, puis des 5 erreurs qui les excusent. La rigueur première des supplices cède la place à une longue gamme de modulations et d'atténuations, entraînant toutes sortes de réductions et de rachats de peines par la prise en compte de doutes sur les circonstances et sur les intentions coupables. Voici, autrement dit, qu'à la responsabilité objective, qui punit à hauteur de l'infraction, de manière automatique, s'est substituée la responsabilité subjective, qui punit en fonction de l'intention de nuire, dont l'acte n'est que le symptôme.
Le classique se fait l'écho d'une mutation déjà bien engagée dans les 2 derniers siècles avant l'ère chrétienne et qui va aboutir dans les siècles suivants à la savante classification des actes punissables. Parmi bien d'autres notions déclinant ce principe fondamental, rappelons seulement la distinction des 5 homicides, ou chats, dont la gravité est graduée selon une échelle de responsabilité criminelle ascendante. D'abord homicide par imprudence, puis par erreur, dans un jeu, une notion chinoise, par exemple tuer son maître de kung-fu au cours de l'entraînement, homicide avec intention, homicide avec complot ou préméditation. Bien, mais le problème essentiel que pose la responsabilité de punir, c'est celui de sa délégation. Sur ce point, Chu Dun, notre guide, se réfère à un passage curieux du livre des documents. Un souverain s'adresse en ces termes à son ministre de la Justice, un certain Kang Shu Feng. Ce n'est pas, alors, citation, ce n'est pas vous, Feng, qui infligez les peines mutilantes et la peine capitale. Ce n'est pas vous, Feng, qui coupez le nez ou les oreilles aux criminels. Gardez-vous de mutiler ou de tuer par vous-même. Comment faut-il comprendre cet extrait? Le néo-confucéen Tsai Shen le glose ainsi. La peine de mort est la vengeance du ciel contre le coupable. Ce n'est pas vous, Feng, en tant que ministre de la Justice, qui êtes autorisé à infliger les peines mutilantes et la peine capitale à votre gré. Après avoir cité quelques autres auteurs, Chu Dun synthétise ainsi la question. Ce texte démontre que les peines graves et moins graves sont autant de moyens par lesquels le ciel punit les criminels. Mais si un homme qui a réussi à accéder aux plus hautes responsabilités tue arbitrairement des gens au moyen de peines légales, ceci n'a rien à voir avec le châtiment du ciel. Défier le jugement du ciel en haut, mépriser la vie humaine en bas, sont les premiers pas vers les pires abus. Tous les souverains de perdition se sont laissés aller à des orgies meurtrières, raccourcissant ainsi leur vie et la durée de leur règne. Alors bien sûr, la vengeance du ciel éveille chez un occidental des échos sinistres. On pense aux victimes expiatoires de décrets insondables prononcés au nom de divinités assoiffées de sang. Mais dans la conception chinoise, l'ordre cosmique ne peut être rétabli, ni le ciel satisfait, par le sacrifice d'un bouc émissaire, qui est une notion vraiment propre à nous. De fait, on ne trouve pas dans l'histoire chinoise l'équivalent des procès d'animaux, par exemple, ni encore moins des grandes chasses aux sorcières et aux hérétiques. Le ciel n'est pas un législateur ni un juge tout-puissant dont les décrets arbitraires feraient loi et dicteraient des sentences. C'est un procès anonyme et sans volonté propre, un ordre des choses spontanées et naturelles qui tend constamment et spontanément à rétablir son équilibre dès qu'un événement le perturbe. Ainsi, c'est une rétribution automatique qu'un criminel attire sur lui par son crime, rétribution qui doit être exactement proportionnelle à la gravité de l'acte, elle-même déterminée par son degré d'intentionnalité, comme nous l'avons vu. Le rétablissement de, entre guillemets, l'ordre cosmique exige que toute peine corresponde exactement au crime commis par le coupable et par lui seul, faute de quoi la peine contribuerait elle-même au chaos. Fils du ciel, l'empereur chinois incarne ce dispositif céleste et il est garant de son fonctionnement. Autrement dit, la responsabilité de l'empereur devant le ciel, c'était d'établir la légalité des délits et des peines, comme norme générale, par le canal du code qui portait le nom de la dynastie. Là se jouait sa légitimité, car l'empereur, qui laissait se multiplier les peines de mort, défiait le ciel et s'assimilait ainsi aux célèbres souverains de perdition dont les classiques nous disent qu'ils ont provoqué la fin de leur dynastie, les 2 premières dynasties chinoises, par leur usage débridé des châtiments. Alors, pour venir du ciel par le canal de l'empereur, il reste que le pouvoir de punir, avec les terribles responsabilités qui en découlent, devait être délégué à des subordonnés, les juges. Or, le juge n'agit pas dans les hauteurs éthérées où trône le Fils du ciel, il est parmi les hommes, et ses jugements font peser sur lui toutes sortes de risques, risque de sanctions s'il s'écarte de la loi, risque d'encourir la vengeance ou la réprobation s'il juge de manière inique, risque sur son salut, enfin, s'il accumule des démérites en condamnant des innocents.
Ici, Han Fei, le grand penseur légiste, un des plus grands auteurs chinois, a laissé une savoureuse anecdote sur ce sujet. C'est l'histoire de l'homme mutilé de par la loi, qui porta néanmoins secours au juge qui l'avait condamné. Ce juge était un certain Zhou, un disciple de Confucius, auquel celui-ci avait rétrocédé la charge de grand justicier qu'il occupait jusque-là. C'est dans l'exercice de ses fonctions que Zhou avait condamné à l'amputation d'un pied un homme qui fut ensuite affecté à la garde d'une des portes de la ville. Mais voici que Confucius tombe soudain en disgrâce et doit s'enfuir avec ses partisans. Dans sa fuite, Zhou doit passer par la porte gardée par celui qui l'a fait mutiler, mais au lieu de se venger, celui-ci cache son tourmenteur et lui sauve ainsi la vie. Lorsque Zhou, incrédule, lui demande la raison de son geste, l'amputé répond « Ce pied coupé, c'était la juste sanction de mon crime. Il ne pouvait en aller autrement. Mais au moment de juger mon cas, vous avez cherché dans les lois et les décrets ce qui pouvait aller en ma faveur, et vous avez guidé ma déposition de vos paroles, dans le souci de m'épargner la peine. Et cela, j'en ai été très conscient. Au moment de prononcer le verdict et de fixer la peine, vous étiez si mal à l'aise et insatisfait, votre visage était si pâle et défait que je m'en suis aperçu et souvenu. Cela n'était pas l'effet d'une faveur particulière envers moi, mais la marque d'une bonté naturelle et d'une bienveillance spontanée. C'est pourquoi j'ai éprouvé envers vous un élan de sympathie et de reconnaissance. Alors, passons sur l'aspect assez improbable de ce cas pour retenir l'essentiel, pour retenir la leçon. La responsabilité personnelle du juge dans le verdict du condamné. Question ô combien sensible. Dans une civilisation où la vengeance a toujours occupé une place importante, qu'il s'agisse pour un vivant de venger son père, sa famille, soi-même, ou pour un mort de revenir harceler son meurtrier. Le condamné a-t-il des raisons d'en vouloir personnellement à celui qui l'a condamné? Doit-il chercher à s'en venger, fût-ce sous la forme d'un spectre s'acharnant sur le juge ou sur sa descendance? Non, car il ne pouvait en aller autrement. Par cette formule, le condamné reconnaît que la peine était non seulement légale, mais qu'elle était juste, car dictée par le ciel. Pour autant, le juge qui en est le truchement n'est ni un distributeur automatique, ni un chaman qui délivre des oracles. C'est un lettré, fonctionnaire, consciencieux, qui exerce tout son savoir, toutes ses ressources intellectuelles et morales pour s'assurer que la loi ne laisse vraiment pas d'autre issue que la peine qu'il s'apprête à prononcer. La responsabilité ultime du juge, c'est donc un devoir d'équité et de bienveillance envers le justiciable, même criminel, surtout criminel, pourrait-on dire. En cela, il est en phase avec le ciel, dont la vertu principale est l'amour de la vie. Cette vertu d'aimer la vie, Hao Shang Zhe, est la propriété essentielle du ciel chinois. Et c'est elle que l'empereur doit incarner au premier chef. Depuis l'Antiquité, le système judiciaire a été organisé pour donner de plus en plus d'importance et de visibilité à cet amour de la vie, notamment par l'aménagement d'un système de révision automatique des peines et de grâce qui devait atteindre dans les deux dernières dynasties un étonnant degré de complexité et de technicité. Le principe de base en était que toute peine de mort devait être avalisée par l'empereur personnellement et en connaissance de cause. Ce principe était rendu effectif par d'intenses échanges entre les services judiciaires provinciaux, les experts du ministère des Peines, qui nous ont laissé de volumineux recueils de jurisprudence constituant la source principale sur l'ancien droit chinois. Ce pouvoir de grâce exercé au nom de l'amour du ciel pour la vie était une prérogative impériale et aurait dû le rester. L'anecdote rapportée par Han Fei montre pourtant que dès l'Antiquité, il était admis que le bon juge ne se bornait pas à appliquer la loi promulguée par l'empereur, mais qu'il cherchait des aménagements, pour ne pas dire des faux fuyants à ses rigueurs. C'est là l'amorce d'un courant doctrinal qui devait se développer au cours des siècles suivants, notamment sous l'influence du bouddhisme et des conceptions karmiques, qui font dépendre le destin individuel de l'accumulation des bonnes actions, des bonnes œuvres, tout particulièrement le fait de sauvegarder ou de sauver la vie des êtres vivants, que ce soit les animaux ou les hommes. Le courant
devait trouver sa pleine expression à partir du XVe siècle, au moment précis où Thiodune était en train de réaliser sa somme sur la gestion du monde. Le souci premier de donner toutes ses chances à l'accusé d'un crime capital devint alors une véritable déontologie qu'une floraison de traités visait à inculquer aux juges. Ce courant doctrinal a exercé une profonde influence sur les professions juridiques de la Chine impériale et constitue certainement leur œuvre collective la plus marquante. Elle a aussi marqué la jurisprudence, contraignant certains empereurs des Qing à promulguer des édits contre le laxisme des juges, qui, citation, se souciaient des vivants davantage que des morts. Comprenez qu'ils cherchaient à tout prix à sauver la tête des criminels plutôt que de condamner leurs crimes en vengeant la mort des victimes. Alors, j'en ai fini sur le droit pénal et je voudrais passer maintenant à l'aspect, entre guillemets, civil, sur la propriété du sol et sur la responsabilité de l'empereur gestionnaire, sur laquelle j'aurai peut-être un peu moins de temps. Bon. Donc les Chinois ont évidemment mis l'accent sur le pouvoir de punir comme le domaine le plus grave dans lequel pouvait s'exercer la souveraineté impériale. Cela ne veut pas dire qu'ils aient ignoré les questions que nous rangeons sous l'enseigne du droit civil, simplement qu'ils les ont jugées subordonnées. Ils n'élaborèrent donc pas véritablement de normes spécifiques pour ces matières. Ils les ont rassemblées dans le code impérial, qui est sur le fond un code pénal, on peut discuter l'appellation. Donc ils les ont rassemblées sous une partie qui s'appelle foyers fiscaux, mariage, champs et rizières, dettes et obligations, qui est un peu un fourre-tout. La propriété des terres n'y est évoquée que subrepticement et sous forme d'interdiction. Interdiction de diviser le patrimoine familial ou d'en faire usage sans le consentement des parents, interdiction de détruire, voler, etc., les récoltes d'autrui, etc., etc. Ceci sans que jamais soit défini quel type de bien fait l'objet de quel type de propriété et dans quelles conditions. L'article 90 du code chinois contient même une sorte de négation implicite de la propriété comme droit absolu et permanent. Il s'intitule « Dérober frauduleusement des terres imposables », c'est donc un article fiscal, et il me paraît très révélateur de l'attitude générale de l'administration impériale, c'est-à-dire gérer au mieux les deux sources majeures de richesse, la main-d'œuvre et la terre, en s'efforçant de trouver le meilleur rapport entre les deux. Alors ici, il conviendrait de citer la loi, mais elle est très longue et complexe. Je la résume. La propriété, qu'en héritier de la Révolution française, nous regardons comme un droit sacré, n'est plus dans cette loi qu'une affaire de commodité. Elle n'est pas niée, ni affirmée de manière absolue, c'est simplement l'un des facteurs visant à la meilleure répartition des familles paysannes sur les terres disponibles. À partir du moment où celle-ci est assurée, l'État ne se mêle plus que d'établir l'assiette de l'impôt et de le percevoir sans remettre en cause la propriété ou la répartition des terres. Les chefs de famille peuvent alors disposer librement de leurs terres, les vendre, les mettre en nantissement, à la seule condition de faire authentifier les contrats correspondant par l'administration en payant une taxe de mutation. Mais lorsqu'un événement quelconque, une calamité naturelle, des troubles sociaux ont troublé le cours ordinaire des choses en forçant les paysans à quitter leur exploitation, le retour à la normale est le moment d'une réévaluation et le cas échéant d'une nouvelle répartition de la main-d'œuvre sur la surface à mettre en valeur. Autrement dit, il n'y a pas de propriété au sens permanent et absolu du terme. C'est ainsi que Thiodune en vint à proposer, Thiodune, toujours notre guide, donc, qui est écrit au XVe siècle, en vint à proposer le déplacement de population d'une rive du Yangtze-Kiang à l'autre, une rive où les gens étaient nombreux et les terres rares, à l'autre rive où la proportion était inverse. Il a par la suite théorisé cette question dans un chapitre de son ouvrage qui s'intitule « Renforcer les bases de l'État en accroissant les ressources productives du peuple ». Et c'est le côté dogmatique, justement, qui nous intéresse, c'est la manière dont il a théorisé sa pratique. Il s'y réfère à un passage fameux du livre des Odes, ou canon des poèmes, qui est réputé le plus ancien des classiques chinois, aussi le plus obscur d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, citation, « Sous le vaste ciel, il n'est rien qui ne soit territoire du souverain. Entre les rivages de la terre immense, il n'est personne qui ne soit le sujet du souverain. » Sur ce passage, qu'il me soit permis de laisser la parole à Henri Maspero, le grand sinologue du Collège de France d'avant-guerre, qui a une autorité supérieure à la mienne. Je cite donc « Quelques érudits chinois contemporains de Maspero
ont interprété ces deux vers célèbres du Schöding comme signifiant que le roi est le seul vrai propriétaire du sol. Mais c'est une erreur que les anciens commentateurs n'ont jamais faite. Il suffit d'ailleurs de lire l'Ode entière, et non pas seulement deux vers détachés du contexte, pour constater que c'est de la souveraineté politique du roi qu'il s'agit là, et non d'un prétendu droit de propriété. Il serait moins inexact de dire que la terre appartient au peuple, à condition toutefois d'écarter toute idée occidentale et de se rappeler que pour les Chinois, la notion de peuple n'est pas antithétique, mais au contraire complémentaire de celle de souverain, et que c'est par les paroles et les actes du souverain que s'exprime la volonté du peuple. Je laisse à Maspero la responsabilité de ses propos. Le sol est à tout le monde a un droit sur lui. Le souverain, en faisant des règlements agraires et en fixant la part de chacun suivant son rang, ne fait que régler l'usage par chacun de ce droit de tout le monde. On ne saurait mieux dire que dans la conception chinoise, je reprends la parole, le souverain est une sorte de régulateur qui redistribue la terre en parts inégales, mais supposément équitables, à divers ordres de gens qu'on hésite à appeler des propriétaires, car c'est la possession de fait Jianyo qui constitue tous leurs droits. Alors ici, j'avais prévu, il faudrait, je le ferai dans le papier un peu publié, prendre deux exemples qui montrent que la propriété, le droit de propriété a une réalité en tant que droit naturel, d'une certaine manière. C'est la question de la propriété des terres alluviales, où les Chinois ont une attitude très proche de celle du Code civil, c'est-à-dire que les terres alluviales retournent aux propriétaires du fond, ou bien elles sont distribuées. Elles ne sont pas propriété de l'empereur, ni de l'État. Et puis il y a aussi la question de l'argent qu'on sort des rivières. Et là aussi, il appartient en priorité au peuple qui est capable d'aller le chercher. Voilà, donc je ne peux pas citer ces cas. Et je vole vers ma conclusion. Le locus classicus, selon lequel sous le vaste ciel, il n'est rien qui ne soit territoire du souverain, n'a donc pas de sens d'un accaparement général des terres par un despote. Il désigne au contraire la responsabilité de l'empereur fils du ciel d'assurer à ses sujets un accès général à la terre, moyennant l'enregistrement et le paiement de l'impôt foncier. Conclusion générale, les divers aspects que nous avons envisagés découlent de la responsabilité de l'empereur en tant qu'intercesseur entre le ciel et les hommes. À ce titre, il devait incarner un principe de compensation, de retour à l'équilibre, aussi constant qu'impartial. Ce principe s'exprime dans l'exigence de proportionnalité entre le crime et la peine, présidant à l'exercice de la justice, aussi bien que dans l'exercice du droit de grâce, au nom de la vertu d'aimer la vie, qui émane du ciel et se représentant sur la terre. Il s'exprime non moins directement dans la responsabilité qu'a l'empereur de mettre les ressources de l'œcumène chinois, au premier rang desquels figure la terre cultivable, à la disposition du peuple. Le droit qui découle de telles prémices est autocratique, puisqu'il procède intégralement de la responsabilité de l'empereur vis-à-vis du ciel. Mais il n'est nullement despotique. Le pouvoir de punir en vertu de la justice du ciel n'implique aucun arbitraire, mais au contraire le plus strict respect de la légalité et la prise en compte de la responsabilité subjective du criminel. Ce principe de légalité a poussé les juges à interpréter les lois qui étaient censées les encadrer strictement, voire à s'en émanciper en usurpant le droit de grâce réservé à l'empereur, au nom du souci de sauver la vie des condamnés. Pour être issu du ciel, ce droit n'est donc pas exempt de contradictions, ni des conflits internes qui sont propres à tout système normatif vivant. Il n'est pas totalitaire, autrement dit. Enfin, si le pouvoir impérial a été conduit à limiter le droit de propriété pour assurer la mise en valeur des terres, il ne l'a nullement supprimé. On peut même estimer qu'il l'a, au contraire, préservé et étendu au plus grand nombre, conduisant à cet océan de micropropriété que pouvait constater Maspero. Aujourd'hui, je cite Maspero, aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 30, la terre est tellement divisée, la petite propriété est tellement la règle normale que les statistiques officielles considèrent comme grande toute propriété dépassant 50 mous, 3 hectares. Les propriétés de moins de 3 hectares détiennent plus de la moitié de la surface du sol et forment 80% des cotes foncières. Sous ces aires d'expropriation, le maoïsme a été un conservatoire de la paysannerie, en interdisant l'exode rural et en gelant les communautés et leurs coutumes lors de la grande glaciation des communes populaires, dont la petite propriété paysanne est ressortie quasiment intacte dès les premières réformes de Deng Xiaoping. Ce n'est que depuis une dizaine d'années,
notamment depuis qu'a été promulgué et appliqué le droit de propriété cher aux juristes occidentaux, qu'a commencé vraiment le processus d'expropriation massive qui place à présent la terre chinoise sous les lois exclusives du marché. Merci.